qui dit les Français jugeront ce que vous venez de faire ce soir. Absolument, et je pense qu'ils seront fiers que les élus du Rassemblement national qu'ils ont envoyés, ou qu'ils auraient voulu envoyer, s'il n'y avait pas eu les alliances opportunistes entre Mme Berger et les Insoumis, ont défendu le programme du Rassemblement national et les promesses sur lesquelles nous avions été élus, à savoir protéger le pouvoir d'achat, rétablir les comptes publics, mais dans la justice sociale. M. Barnier n'a pas été capable de remplir ces promesses qui étaient indispensables pour pouvoir avoir un début de redressement de notre pays. Vous avez obtenu énormément de concessions. Vous avez obtenu les médicaments, vous avez obtenu les prix de l'électricité. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de gens que vous défendez d'habitude, dont d'habitude vous êtes soucieux, que vous plongez dans une incertitude totale et qui ne comprennent pas parce qu'ils considèrent que vous avez obtenu beaucoup. Les agriculteurs, plus de loi, on ne sait pas ce qui les attend. Les professionnels du logement, on est face à une crise historique. Juste 2 minutes, vous ne savez pas ce qui les attend. D'habitude, c'est des gens dont vous prenez soin, entre guillemets, que vous écoutez. Et là, vous plongez ces gens dans le désarroi alors que vous avez quand même obtenu presque 10 milliards d'euros de concessions sur ce budget. Non mais, écoutez, monsieur le chiffre, moi je ne peux pas confier le destin des agriculteurs ou le destin du monde du bâtiment à des gens qui, justement, les ont mis dans cette crise historique qu'ils traversent. Donc, est-ce que M. Barnier a proposé des éléments capables de répondre aux besoins des agriculteurs, notamment sur des prix rémunérateurs, sur la fin d'un certain nombre d'interdictions de produits phytosanitaires qui les empêchent de cultiver il y a 70% de ce qu'ils avaient obtenu qui était dans les lois que vous avez bloquées. Ça, c'est les éléments de langage de M. Attal et de la... Si, les syndicats agricoles, ce soir, un des syndicats agricoles qui s'est exprimé, effectivement, mais qui est tout à fait représentatif, dit que les agriculteurs vont venir chez les députés un par un qui devront leur rendre des comptes sur cette censure. Mais moi, j'ai déjà répondu. J'ai eu des échanges avec le responsable de la FNSEA, pour le nommer, dans la Somme. C'est la première fois qu'il m'avait adressé un texto depuis que je suis élu. Donc ce sont aussi des responsables qui n'étaient pas dans une relation de co-construction, de travail avec nous. Il nous demandait effectivement de justifier notre opposition. Il a peur de cette censure. Oui, il avait peur de cette censure. En tant le patron de la FNSEA qui a dit qu'ils nous doivent un budget. Je lui ai répondu sur plusieurs choses. Première chose, les agriculteurs sont des Français et des Françaises comme les autres. Donc augmenter les impôts de 40 milliards d'euros, je ne suis pas sûr que c'était leur priorité. Dans le budget pour l'année prochaine, il y a 135 millions, 13%, pardon, excusez-moi, je suis un peu fatigué, des crédits de l'agriculture. Vous avez commencé par le face-à-ce ce matin à 8h30. Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes fatigué. Bravo Apolline de Valère. 13% du budget de l'agriculture qui est coupé. Bon appétit, c'est considérable. En particulier. Non, mais dis pas, vous êtes en train de le... Allez, bâtard. Vous êtes en train de le clasher depuis tout à l'heure. Non. Non, vous êtes trop des hagan, le chat. C'est quoi ça? Le budget, il a dit quoi encore? C'est son... Le fifre. Pendant le chiffre. Le fifre. Non, vous êtes des hagan. Non, j'ai trop le meilleur chat de Twitch. J'aime trop mon chat de Twitch, les gars. J'aime trop. Bon appétit, Dofla. Merci, les frères. Dans les investissements d'avenir, dans la capacité de notre agriculture à s'adapter. Ah, vous savez que c'est pas bien de faire ça, les mecs. Hein. On m'a dit, alors c'est pas du racisme, mais on m'a dit que c'est pas bien de se moquer de ce truc, de ce tic de, je sais pas comment on appelle ça. Le zozotement, on appelle ça zozoter. On m'a dit que c'est pas bien. Mais comme c'est mon stream et je fais ce que je veux, je m'en bats les couilles, frère. Je m'en bats les couilles, frère. Ah, c'est un handicap. C'est du validisme. C'est un handicap. Ah. C'est quoi ça, du validisme? What the fuck? Le validisme. Qu'est-ce que c'est que le validisme? Qui fait preuve de discrimination envers les personnes de situation de handicap. Alors. Alors les gars, après c'est Jean-Philippe Tanguy, les mecs. Genre, c'est Jean-Philippe Tanguy. C'est pas grave, non? C'est pas grave, c'est pas... au changement climatique, pour lesquels on demande tant aux agriculteurs. Et, excusez-moi, mais juste, il y a la question. Pose des questions, j'ai pas le temps de répondre. Sur l'agriculture, vous avez répondu, mais non. Merde. Pour résumer un petit peu ce qui vient d'être dit, vous avez démontré ce soir que vous restiez un parti d'opposition populiste, contestataire. Mais contestataire de quoi? C'est ce que vous avez démontré en votant cette motion de censure, alors même que, comme le disait Emmanuel Le Chip, vous aviez obtenu un certain nombre d'éléments qui, peut-être pour d'autres partis politiques, auraient valu de dire, ah bah là, on lève le stylo et on prend le gain auprès de nos électeurs. Duhamel. Nous ne sommes pas un parti comme les autres. Donc on n'est pas dans la tambouille à négocier des miettes
et en espérant que le reste de ce qui tombe sur les peuples français est satisfaisant. Quasiment 10 milliards, c'est pas des miettes, Jean-Philippe Tanguy. Ce ne sont pas 10 milliards d'euros. On fait comme si on avait obtenu des gains pour les Français. Est-ce que le prix de l'électricité aurait baissé à due proportion de ce qu'il aurait dû baisser sans ces taxes ? Non. Est-ce que les médicaments allaient être mieux remboursés ? Non. Ils allaient juste être moins déremboursés. Donc si vous considérez que ce sont des gains, le fait de ne pas priver les Français de ce qu'ils méritent, eh bien moi, ça ne me satisfait pas. On était d'accord, jusqu'au bout, pour essayer de limiter le pire. Ça, c'est notre responsabilité. Monsieur Barnier n'a pas voulu limiter le pire, parce qu'en fait, il n'écoute pas la situation et il est déconnecté des aspirations des Français et des réalités. Prenons un exemple, vous me parlez de la crise économique. Nous avons plus de 260 plans sociaux dans le pays. Qu'est-ce que propose monsieur Barnier dans ce budget ? Passer le prix de l'énergie, de l'électricité, de 40 à 70 euros en prix de base. C'est-à-dire quasiment doubler pour les 20 prochaines années le coût de l'électricité. Comment voulez-vous qu'on ait une industrie dans notre pays et en Europe, alors que déjà le coût de l'électricité est le double des États-Unis, si, dans cette loi, on acceptait que le coût du nucléaire passe comme d'un coup de baguette magique de 40 à 70 euros. Qu'est-ce que vous répondez aux professionnels de la construction et du bâtiment, par exemple ? On allait avoir, avec le prêt à taux zéro, 25 000 logements nouveaux trop des hagards, qui sortent de terre. Quelles sont vos contre-propositions pour relancer le secteur ? Arrêtez, wesh. Je leur dis qu'il est le temps de débureaucratiser massivement notre économie. Le code de la construction, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, a bondi de plus de 70% en masse. Il était comme ça, il est passé à ça. Qu'est-ce que ça a apporté aux Françaises et aux Français ? Rien. Des surcoûts, des complications. Ça coûte rien. J'ai entendu Madame de Malherbe. Vous avez interrogé Madame Berger. Vous lui avez dit, et les économies ? Justement, où sont les économies ? Où est la simplification ? Rien n'a été lancé. Pas seulement par monsieur Barnier. Depuis 2 ans, Emmanuel Macron. Moi, j'écoute ceux qui ont été déçus par Emmanuel Macron, qui ont voté sincèrement pour lui. Ça devait être le président de la simplification. Ça devait être le président de la débureaucratisation. Eh bien, jamais l'État n'a été aussi... Jean-Philippe Tanguy, les économies, elles n'étaient pas dans vos lignes rouges. Elles n'étaient pas dans vos lignes rouges. Vos 4 lignes rouges, ce ne sont que des dépenses pour l'État. Mais c'est faux. C'est vrai. Faux. Non. C'est vrai. On a la chance aujourd'hui d'avoir les réseaux sociaux. Donc Marine Le Pen, suite à cette exaspération, il faut bien dire, face aux mensonges, a révélé le document qu'on a remis à Michel Barnier. C'est un tableau, tout le monde peut retrouver sur le compte des réseaux sociaux de Marine Le Pen. Vous avez effectivement les lignes rouges pour garantir le pouvoir d'achat des Français, mais aussi la compétitivité des entreprises. Et de l'autre côté, il y avait des financements. Ces financements étaient supérieurs c'est pas de ça, 1,6 c'est pas de ça dont je vous parle, Jean-Philippe Tanguy. Ces derniers jours, on a tous reçu sur nos plateaux, on vous a reçu, on a reçu vos collègues du Rassemblement national. Les dernières lignes rouges qui restaient, ça n'était que des dépenses pour l'État. Que des dépenses pour l'État. Bien sûr que si. Hier, j'étais avec votre collègue Franck Alizio. Hier matin, attendez, je vous explique. J'explique et pour que les Français comprennent. Hier matin, j'étais avec votre collègue Franck Alizio. Je lui dis, les 2 dernières lignes rouges, les médicaments, les retraites, si Michel Barnier s'aligne, c'est bon, c'est plié, vous ne censurez pas. On me dit, oui. Votre collègue me dit, oui. Les dernières lignes rouges, ça n'était que des dépenses. Vous ne vous êtes pas, pardon pour l'expression, mais c'est notamment Michel Barnier qui l'utilise, roulé par terre pour faire des économies. Mais c'est faux. C'est pour une raison simple, M. Fittek, c'est que nous sommes aussi dépendants des questions que vous voulez bien nous poser. Les économies. C'est à cause des questions. Mais oui. Ah bon. Mais je vais vous répondre. J'ai l'habitude de répondre. Pardon, mais les 4 lignes rouges évoquées par Maxime Souitek, très factuellement, des indexations des pensions de retraite, les indexer, ça coûte de l'argent. Renoncer à des allègements de charges, c'est renoncer à des économies. Les médicaments, c'est renoncer à des économies. Et la 4e, qui était les prix de. Ok, parenthèse, un journaliste qui m'envoie un vocal pour faire un petit reportage sur moi. Ok, je vais répondre tout à l'heure. Je vais répondre tout à l'heure, les gars. Ok, pourquoi pas. L'électricité, c'était là encore fait avoir de moindres recettes. Si seulement c'était le prix, c'était les taxes. C'est donc avoir moins de taxes. En face, j'en ai encore parlé ce matin, j'en ai encore parlé avec le ministre Saint-Martin. Par exemple, on pouvait économiser d'un claquement de doigts 3 milliards sur la trésorerie des opérateurs. Il y a un rapport de l'Inspection générale des finances qui établit qu'il y a 4 milliards de trésorerie surnuméraire. Reste humble. J'ai rien fait, les gars, j'ai rien fait. Je suis humble, les gars. Je vous oublierai pas, les mecs. Quand j'aurai percé, je vais pas vous oublier. Vous inquiétez pas, les gars. Vous inquiétez pas. Sonia Mabrouk, j'arrive. C'est pas elle. Dans les opérateurs de l'État, on peut en récupérer 3 et nous avons proposé
40 amendements d'économie au Parlement qui faisaient, c'est un peu technique, qui arrêtaient la transfert de fiscalité vers ces opérateurs. Ils en ont voté aucun. Et j'ai fait exprès, ce que j'appelle mes cailloux de petits poussés, parce que je les connais, les macronistes. Je sais qu'ils mentent aux Français. Donc moi, j'ai mis mes petits cailloux pour que tous les Français puissent voir le chemin que le Rassemblement national a fait pour les défendre. Le chemin ? Et il y a 40 scrutins publics sur les économies. Eh bien, les 40 scrutins publics à l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre Saint-Martin des Finances en a soutenu 0, et les Républicains de Monsieur Wauquiez et les macronistes en ont voté 0. Donc qu'on ne dise pas qu'on n'a pas fait d'économies. Ces amendements, c'était 3 milliards d'économies. Et ben ça finance l'indexation des retraites. Pardonnez-moi de sourire, mais j'avoue que votre image en petit pousset qui dépose ses cailloux. Moi, j'ai une autre formule. Pas dire que je suis un géant, moi, j'ai une autre formule, Jean-Philippe Tanguy, à vous apposer. Quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. Ce qui a été très frappant quand on regarde quand même le déroulé des dernières semaines et en réalité des derniers mois. Vous avez mis du temps avant de tout d'un coup mettre une pression considérable sur le gouvernement. Avant de tout d'un coup dire qu'il avait tous les défauts. Avant de tout d'un coup dire que vous n'aviez été écouté sur rien, que vous n'aviez pas été traité, que vos lignes rouges n'avaient pas été entendues, bougées. Et ce coup d'accélérateur, il coïncide tout de même. Oh non. Mais oui. Mais oui, Jean-Philippe Tanguy, vous voyez voir. Parce que ce coup d'accélérateur, il coïncide. Ah putain, elle va parler de la justice de Marine Le Pen. Il coïncide aussi avec le moment où une sorte d'urgence s'est présentée à vous, mais ça n'est pas de votre faute, c'est le calendrier électoral. Je ne dis pas que c'est... Mais il y a une urgence qui s'est présentée à vous, c'est que soudain, la possibilité que Marine Le Pen se retrouve au printemps sous le coup d'une inéligibilité, crée chez vous, évidemment, une accélération. Vous ne pouvez pas le nier. Évidemment. Vous présentez quelque chose, vous dites évidemment. Quel est le rapport ? Alors, je vais vous dire, je serais dans votre cas, je ferais pareil. Le grand complot qui se cache derrière. Mais c'est pas du tout une histoire de complot. Mais si on n'avait pas... si ils n'avaient pas voté la censure, ils auraient dit la même chose. Ah, Marine Le Pen, il veut peut-être se mettre les juges dans la poche, ou je ne sais pas quoi, même si la justice, elle est indépendante et tout. C'est la même chose. Genre, dans les deux cas, le récit, il est biaisé, les mecs. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une histoire mécanique. C'est que si vous vous dites, il y a potentiellement, dans 3 mois, l'impossibilité pour Marine Le Pen d'avoir un avenir politique, tant qu'à faire, autant essayer de renverser la table tout de suite. Et je le comprends très bien. Je veux dire, en termes de calendrier. C'est ahurissant, Madame de Malherbe. Ah, vous n'y avez pas pensé, ça ne vous a pas traversé là, tout de suite, ça me fait penser à Louis de Funès dans La folie des grandeurs. Il y a un moment pour gagner. Il y a le petit poussé, il y a Louis de Funès. Oui, mais vous voyez, j'ai un peu d'imagination. Non, mais moi aussi, j'aime beaucoup les images. J'ai quelques références populaires et vous aussi. Donc ça me fait penser à cette scène de Louis de Funès dans La folie des grandeurs où, pour soi-disant se venger de ce qu'il aurait subi, imagine remplacer le roi et donc il dit j'épouse le perroquet, je finis reine. Voilà. Donc c'est ça votre grand plan, cette espèce de plan qui n'a ni queue ni tête, où on imaginerait que pour se venger, il faudrait censurer M. Barnier. Et donc en censurant M. Barnier, Madame Le Pen ne serait donc plus condamnée par des juges. Rigolote, il faut quand même être sérieux. Ce calendrier vous a percuté. C'est pas sérieux comme théorie. Ce calendrier vous a percuté. Ce calendrier électoral. Il a toujours été connu, ce calendrier. Les réquisitions ont toujours été prévues pour le 13 novembre. La plaidoirie a toujours été prévue pour la semaine dernière. Et la décision du tribunal a toujours été prévue pour le premier trimestre 2020. C'est sûr qu'on n'imaginait pas qu'une personne innocente puisse être condamnée à des choses qu'elle n'a pas commises. Ça, effectivement... Elle n'est pas condamnée à ce stade. C'est un réquisitoire, mais des réquisitions qui envisagent cette condamnation. Mais j'ai toujours pas compris, Madame de Malherbe, quel était le rapport entre ce calendrier et le rapport Jean-Philippe Tanguy, Michel Barnier. C'est que, alors pour le coup, Apolline est témoin pour avoir beaucoup de contacts parmi les auditeurs, les Français, etc., qui nous appellent le matin. Il y a une incompréhension de ce côté politique de la terre brûlée que vous menez depuis cet événement. Vous aviez obtenu, encore une fois, beaucoup de choses et on ne comprend pas, personne ne comprend la surenchère dans laquelle vous vous êtes... Non, pas du tout. Mais pas du tout, personne. Les éditorialistes décident de ce qu'on doit penser, de nos stratégies secrètes et de ce qu'on gagne. On ne comprend pas votre surenchère. Mais il n'y a aucune surenchère. On aurait surenchère. C'était quoi la mesure principale, Monsieur Le Chypre, du programme économique du Rassemblement national de pouvoir d'achat ? C'était la TVA. C'était la baisse de la TVA. Est-ce qu'on a mis la baisse de la TVA dans les demandes à Michel Barnier ? Non. Donc c'est le Rassemblement national qui a retiré les principales mesures de son programme, justement pour ne pas aller à la crise. Mais c'est marrant de nier qu'il puisse y avoir un rapport. Je veux dire, Dans ma voix, il n'y avait... C'est simplement
factuel. C'est-à-dire que, effectivement, ce calendrier soudain s'est imposé à vous. Jure, un nouveau seul. Mais une fois de plus, je ne vois aucun rapport. Aucun rapport, elle abuse. Le fait que le projet de loi sécurité sociale ait été voté là n'a strictement rien à voir avec le procès. Par ailleurs, le rapport Jean-Philippe Tanguy, c'est qu'il y a une suspicion chez les Français que Marine Le Pen... On se prendrait presque en pitié du RN d'Auflan. Genre, les vrais méchants, c'est les journalistes de BFM, je comprends plus rien. Ouais, faut faire attention quand même, les mecs, parce que la lecture des journalistes vont rendre va rendre le RN un peu plus gentil, etc. Ils parlent de calendrier, ils parlent de timing. Bon, ils se prennent des petites balles. Ok, pourquoi pas. Mais à un moment donné, les journalistes aussi, ils font mal leur travail, les mecs. Là, pour moi, c'est de la politique fiction, les mecs. Hein. C'est de la politique fiction de penser que Marine Le Pen censure le gouvernement parce qu'il y a un calendrier, parce qu'il y a une échéance. Ça veut dire qu'indirectement, ils anticipent une présidentielle anticipée. Parce que s'il y a une présidentielle anticipée, Marine Le Pen, même si la décision de justice, elle intervient au mois de mars, elle peut quand même y participer. Elle peut y participer, les mecs. Mais, j'y crois moyen, les mecs. Hein. Vraiment, c'est du complotisme un peu. Hein. Ouais, voilà, c'est un peu complotiste. Mema, exactement. Faut pas tomber dans ce piège-là, les mecs. Faut faire attention. Faut se dire que c'est juste un saut vers l'inconnu, exactement. Faut voir comment ça va se réparer, tout ça, se restaurer. Demain, Macron, il va parler. On verra s'il va annoncer une démission. On verra, les mecs. On verra. Vient finalement. Donc, moi, j'y crois pas, moi. Et pourtant, j'aime pas le RN. Hein. J'aime pas le RN. Benjamin, sur l'après. Sur l'après. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est même pas l'après. Après la folie des grandeurs, c'est ce soir, c'est demain. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous avons commencé, mais juste quand même pour que les Français sachent, nous avons commencé à parler de censure pour Michel Barnier le 15 octobre. Après la folie des grandeurs, c'était la cité de la peur. Il dit qu'il ne voit pas le rapport. Voilà, pour ceux qui regardent et qui connaissent ça. Demain soir, le président de la République prend la parole à 20h. Priorité directe. Priorité directe. Oula. Marine Le Pen s'exprime depuis l'Assemblée nationale. Wesh. Il y a encore du monde à l'Assemblée? Ce soir, quelle est votre réaction? C'est quoi? Une victoire? C'est le début de quelque chose? Expliquez-nous. Non, mais moi, je ne ressens pas cela comme une victoire. Nous avons reçu, nous autres députés du Rassemblement national, un mandat de nos électeurs qui est un mandat de protection, en quelque sorte. Nous sommes engagés à les protéger. Ce budget était une atteinte à leur pouvoir d'achat, une atteinte à leurs emplois, compte tenu des impôts qui ne pesaient pas seulement sur eux, mais aussi sur les entreprises. Et donc, le fait que ce budget ne s'applique pas, que ce PLFSS ne s'applique pas, a évidemment des conséquences positives, je le crois, pour les Français. C'est la raison de notre décision. Il n'y a pas de quoi se réjouir tout particulièrement, même si quand on échappe à un budget toxique, on peut tout de même voir les choses avec plus de tranquillité d'esprit. Un budget toxique. Demain, il y aura donc un nouveau Premier ministre demain. Enfin, tous les cas dans les prochains jours, il va probablement reproposer un budget. S'il repropose le même, qu'est-ce qui se passera? Les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Enfin, je ne crois pas que le Premier ministre qui sera nommé a le souhait de ne pas tenir compte peut-être des leçons de l'ancien. Qu'est-ce que vous attendez du chef de l'État? Pardon? Qu'est-ce que vous attendez du chef de l'État demain soir? Qu'est-ce que vous attendez? Le nom d'un Premier ministre. Les questions. Je pense que les journalistes. Plus un Premier ministre est nommé rapidement, plus il a la capacité de nommer son gouvernement rapidement, et plus nous pouvons nous remettre au travail avec l'ensemble des forces d'ailleurs de l'Assemblée nationale pour travailler à un compromis sur un projet de loi de finances de la sécurité sociale et un projet de loi de finances. Il y a un nom, Marine Le Pen, complètement. Non, mais j'ai pas. Encore une fois, je ne suis pas présidente de la République. Ça, c'est la responsabilité du président de la République. Voilà. Les conditions, que nous avons exprimées, enfin, les souhaits que nous avons exprimés, sont les mêmes qu'au mois de juillet dernier, c'est-à-dire un Premier ministre qui tienne compte du fait qu'il n'est pas appuyé sur une majorité et qui doit donc tenir compte de l'ensemble des forces politiques pour, en quelque sorte, co-construire ce projet de loi de finances de la sécurité sociale et ce projet de loi de finances. Voilà, parce que c'est la démocratie. Il y a des élections, c'est bien. De ces élections sortent des élus, c'est bien. Mais si ces élus, en réalité, ne sont pas entendus, ne sont pas écoutés quand il n'y a pas de majorité, alors ça tourne vinaigre. Et c'est ce qui s'est passé avec cette motion de censure. Et il fallait pour ça mêler vos voix à celles de LFI?
Faites le calcul toute seule, mathématiquement, pour qu'une motion de censure soit votée, sauf à convaincre les députés macronistes de voter la motion de censure de M. Barnier, c'était difficile d'y arriver sinon. Si vous pouvez choisir quel nom. Merci. Vous abusez, moi j'ai des questions de merde. Le nom que vous appuyez. Non. Marine Le Pen en direct de l'Assemblée nationale, il est 22h14 et les choses se bousculent. Information BFM TV, on va voir ça avec vous. Anthony Lebos en direct de l'Élysée, oui absolument. Michel Barnier rendra donc sa démission à Emmanuel Macron demain matin, Anthony. Oui, c'est une information de Léopold Audebert du service politique de BFM TV. Michel Barnier attendu demain 10h à l'Élysée pour remettre... Bon, attendez, on va avancer un peu les mecs, hein. On va avancer un peu. Voilà. Sur cette prise de parole du président de la République demain, au fond, j'ai le souvenir, Jean-Philippe Tanguy, de la période avant la nomination de Michel Barnier, où c'était le Rassemblement national qui levait le pouce dans un sens ou dans un autre. Xavier Bertrand, c'était non, vous censuriez tout de suite. Bernard Cazeneuve, la même chose. Michel Barnier, précisément, vous avez dit, ah ben non, là, vu le profil de Michel Barnier, on ne censure pas tout de suite. Je vais donc vous soumettre les deux noms qui circulent le plus dans le cas d'espèce. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, François Bayrou, président du MoDem. Est-ce que dans un cas comme dans l'autre, vous dites cela, on n'en veut pas, cela vaut une censure immédiate, ou ces deux profils-là peuvent nous convenir? Mais c'est au président de la République de décider, nous verrons bien. Non, mais ça d'accord, mais la dernière fois c'était aussi au président de décider, et ça ne vous empêchait pas d'avoir un avis. Il avait reçu Marine Le Pen et Jordan Bardella pour échanger. Sébastien Lecornu, est-ce que pour vous, Apolline rappelait tout à l'heure effectivement le profil de Sébastien Lecornu, ses révélations aussi, le dîner avec Marine Le Pen, est-ce que ça fait de lui un bon candidat pour Matignon? Non mais je ne sais pas, mais moi je me méfie de ces rumeurs parisiennes. Ça fait 10 jours qu'on nous parle de Sébastien Lecornu. Alors d'ailleurs, ce qui prouve bien les intrigues contre ce malheureux Michel Barnier qu'ils ont tous défendu ce soir, alors que ça fait des jours qu'ils intriguent dans son dos. Voilà. Et donc il n'y a pas de ligne rouge sur Sébastien Lecornu? Mais c'est pas on ne veut pas rentrer dans ce jeu des petits. Mais vous le faisiez en mois de septembre. On a été reçu. Il y avait un cadre avec un cadre officiel qui est la réception par le président de la République des deux chefs de l'opposition, Marine Le Pen et Jordan Bardella. François, on ne faisait pas du commentaire de PMU pour savoir le tiercé gagnant je vous remercie, de M. Macron. Là, c'est pas du commentaire de PMU, c'est un sujet important qui concerne les Français, ceux qui nous regardent. Ne l'est pas. François Bayrou, il y a quelques jours, c'était sur BFM TV, avait pris la défense de Marine Le Pen dans le cadre du procès. Est-ce que ça, pour le coup, c'est plutôt un bon point pour lui? Est-ce que ça peut être un interlocuteur pour précisément, parce que Marine Le Pen utilise ce mot, co-construire le prochain budget? Est-ce que François Bayrou coche un certain nombre de cases? Mais à la même question, avec un nom différent, Monsieur Duhamel, je ne peux pas vous apporter de réponses différentes. C'est Marine Le Pen et Jordan Bardella qui décideront. Nous avons de l'ordre dans nos troupes. Alors, dans ce cas, la troisième tentative, cette fois sur le fond, sur les négociations précisément, sur loi spéciale, projet de loi de finances rectificative, bref, les négociations, les discussions qui concerneront le Premier ministre ou la Première ministre. La dernière ligne rouge à laquelle n'avait pas répondu Michel Barnier, c'était cette question de l'indexation des pensions de retraite au 1er janvier. Est-ce que ça reste toujours votre ligne rouge avec le prochain locataire de Matignon, ou au fond vous dites... Après 91 jours à Matignon, Michel Barnier devient le Premier ministre le plus éphémère de la 5e République. C'était qui le plus éphémère? Attends, je vais regarder. On ne vous censurera pas, à condition que vous annonciez formellement que vous indexerez les pensions de retraite à partir du 1er janvier. Est-ce que c'est ça la condition d'une éventuelle non-censure pour le futur locataire de Matignon? Absolument. Nous ne recensurerons pas ce gouvernement sur le texte qu'il présentera pour le projet de loi de finances de la sécurité sociale. S'il se respecte, c'est une ligne rouge. Et si... Bernard Cazeneuve, il a duré 5 mois quand même. Hein. Bernard Cazeneuve, il a duré 5 mois. Ah mais ChatGPT est très fort quand même. Hein. Très fort pour tout me détailler. Pourquoi si court? Cazeneuve a été nommé à la fin du mandat de François Hollande suite à la démission d'Emmanuel Valls qui s'était présenté à la primaire de la gauche pour l'élection présidentielle de 2017. Le mandat de François Hollande touchant à sa fin, Cazeneuve a simplement assuré la transition jusqu'à l'élection d'Emmanuel Macron. Edith Cresson, 10 mois et 17 jours. Ok. S'il respecte cette ligne rouge, tout le monde verra la bonne foi de Marine Le Pen et que tout ce qui est raconté depuis quelques jours n'était que de vils mensonges contre nous et que nous étions sincères dans notre démarche. Et donc nous ne changeons pas les lignes que nous n'avons jamais changées auprès de Michel Barnier, malgré les mauvais conseillers qui ne sont pas les payeurs ce soir. Il faut que ceux qui nous écoutent ce soir comprennent bien à quoi vous faites référence. Michel Barnier, lui, dit que vous n'avez cessé de bouger ces lignes rouges, en quelque sorte. Que dans une discussion avec Marine Le Pen, elle lui aurait dit, écoutez, c'est soit les taxes... Attal, il est resté au pouvoir 51 jours, les mecs. Hein. 51 jours. 51 jours, mais attends. Ah oui, 80... Bah...
Bah attends, se fout de notre gueule. Mais les mecs, il y a un problème. Mais c'est Attal le plus court. Mais j'ai pas compris là. Du 9 janvier au 5 septembre 2024. Ils se foutent de notre... Ah non, ils se sont trompés. Attends, du 9 janvier au 5 septembre, soit une durée de 51 jours au pouvoir actif. Mais attends, mais ChatGPT, vous êtes trompés là. Ils sont cons ou quoi? Ils sont cons ou quoi? Ah, il est resté 51 jours avant de démissionner. Bon, je vais mettre play, ça m'énerve. Taxe sur l'électricité. Ça m'énerve, ça m'énerve. Je vais déchirer ma chemise, je suis énervé. Son équilibre décidait plutôt les taxes et l'annonçait donc dès le lendemain. Et que là, Marine Le Pen aurait répondu oui, mais en fait, finalement, c'est les taxes et les retraites. Mais c'est faux. Moi, j'étais présent à ce rendez-vous. J'étais présent lors de leur dernier appel téléphonique. C'est faux. Je le regrette parce que Michel Barnier, je pense, est un honnête homme et sans doute les circonstances de cette semaine, les difficultés qu'il a eues avec le socle commun, l'ont amené à faire ces déclarations. Enfin, en tout cas, à faire savoir cela à la presse. Mensongère. Le gros sujet, Jean-Philippe Tanguy. Et effectivement, si les conditions posées par M. Duhamel sont posées... Pas posées par M. Duhamel, par vous. Hein, parce que moi, je ne suis pas en capacité de poser des conditions. Hein, il pose désormais les conditions du gouvernement. Je ne le souhaite pas, d'ailleurs. Ne sous-estimez pas votre pouvoir. Oui, je sais, il vous arrive de faire les carrières et les grâces. En parlant de conditions, Jean-Philippe Tanguy, le gros sujet, au-delà de l'indexation des retraites, c'est la réforme des retraites elle-même. Quelles sont, vos demandes dans l'abrogation de cette réforme des retraites? Est-ce que ça correspond à ce que propose le nouveau Front populaire? Et est-ce qu'avec le nouveau Front populaire, vous pourriez voter l'abrogation de la réforme des retraites? Oui, nous l'avons proposé à notre niche parlementaire. C'est cette journée où les partis choisissent l'ordre du jour. Nous l'avons demandé. Bon, le nouveau Front populaire, fidèle à sa duplicité, a laissé les macronistes en commission vider cette loi, retirer l'abrogation de la réforme des retraites, et nous n'avons pas pu... Mais est-ce que vous êtes d'accord sur l'âge de départ, sur le nombre d'années de cotisation? Nous sommes pour abroger la réforme des retraites de manière consensuelle, et après à quel âge proposer, donc 62 ans, avec 40 années de cotisation, et après rétablir, quand nous aurons le pouvoir, avec une conférence sociale avec les syndicats, une réforme plus juste. C'est quasiment mot pour mot ce que nous a dit Olivier Faure tout à l'heure. Bah écoutez, s'il y avait une majorité pour le faire, nous en serions heureux. Mais il est quand même triste que la gauche ait choisi de sacrifier l'abrogation de la réforme des retraites, tout ça parce qu'il ne voulait pas voter. Sachant qu'à 15 milliards par an, ça coûte beaucoup plus cher que toutes les économies que vous avez proposées jusqu'à maintenant. C'est 15 milliards par an à terme. C'est pas 15 milliards d'euros aujourd'hui. Et effectivement, dans le programme du Rassemblement national, nous voulons réindustrialiser le pays, nous voulons relancer la productivité, nous voulons relancer la recherche et développement. Nous ne pensons pas, d'une manière générale, et c'était ça aussi en fait en désaccord avec M. Barnier, que nous sommes là pour gérer le déclin de la France. Nous ne pensons pas que la France est vouée au déclin. Les États-Unis ont maintenant un PIB par habitant qui est quasiment, voire au-delà, le double de celui de la France. Les États-Unis avaient le même PIB que la France il y a 30 ans. Ce n'est pas inéluctable. Ce sont de mauvais choix économiques. Et ces mauvais choix économiques sont payés par les droits des Français qui sont rognés, qui sont supprimés. Sachant que si vous prenez tous les derniers présidents, c'est sous Emmanuel Macron que ça a le plus augmenté quand même. Qu'est-ce qui a augmenté? Le revenu par habitant des Français, c'est sous Emmanuel Macron qu'il a le plus augmenté. Si vous comparez avec Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac... mais je connais cette idée, mais je peux vous dire que sur le terrain, il n'y a pas un Français qui pense qu'il a gagné du pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises en commission des finances, j'ai invité l'INSEE et un certain nombre d'organismes à reviser leur manière de calculer. Parce que quand on dit... Vous posez la question, on va y répondre. On dit les Français ont gagné du pouvoir d'achat. Vous savez, dans ce pouvoir d'achat, il y a les salaires par rapport à l'inflation et il y a les revenus financiers. C'est-à-dire qu'on dit aux Français, mais oui, globalement, vous avez gagné du pouvoir d'achat parce qu'il y a eu 30 milliards de rachats d'actions et 60 milliards de versements de dividendes. Bah, écoutez, il n'y a pas beaucoup de Français qui ont bénéficié des 30 milliards de rachats d'actions et des 60 milliards de dividendes. Donc si c'est comme ça qu'est compté le pouvoir d'achat en France, effectivement, il y a un fossé entre la vie réelle des gens qu'on représente et les statistiques de M. Macron. Jean-Philippe Tanguy, est-ce que vous connaissez le supplice de la goutte d'eau? Non, mais vous allez me l'expliquer. Ça va être beaucoup moins drôle que mes exemples. Un gouvernement qui tombe, puis un deuxième gouvernement qui tombe, puis un troisième gouvernement qui tombe, et à la fin, c'est Emmanuel Macron qui est visé. C'est précisément ce qu'a expliqué Marine Le Pen au journal Le Monde la semaine dernière. Est-ce que, en réalité, au vu de tout ce qui s'est passé là aujourd'hui, votre objectif, c'est de faire tomber Emmanuel Macron? Non, notre objectif, c'était de bloquer ce mauvais budget. Le fait que nous soyons en opposition radicale à Emmanuel Macron et que nous considérons que depuis sa dissolution ratée, la logique des institutions de la Ve République soit son départ, on l'a dit, et je l'ai dit à de nombreuses reprises sur vos plateaux. C'est la logique de la Ve République.
Donc Emmanuel Macron ne veut pas en tirer les conséquences. Donc la logique de la Ve République, c'est qu'il s'en aille. Oui, mais ce n'est pas la logique de bloquer le budget ce soir. Ce sont deux choses dissociées. Non, mais on a le sentiment, au fond, Jean-Philippe Tanguy, c'est intéressant votre réponse, que par rapport à la France Insoumise, et je vois Manuel Bompard qui arrive, est en train de vous écouter et qui écoute, eux, pour le coup, on le mérite sur ce sujet de la clarté. Ils disent il faut une présidentielle anticipée, il faut qu'Emmanuel Macron démissionne. Vous, c'est on la demande pas, et puis on regarde, mais en même temps, c'est la logique institutionnelle. Marine Le Pen qui dit bah oui, la censure, la dissolution, ça a été fait, le remaniement, ça a été fait. Donc il reste. C'est quoi, vous avez peur d'assumer? Vous avez peur d'assumer votre volonté qu'Emmanuel Macron démissionne pour qu'il y ait une présidentielle anticipée qui, par ailleurs, et là je rebondis sur ce qu'Apolline disait tout à l'heure, pourrait effectivement vous arranger compte tenu du calendrier judiciaire de Marine Le Pen. Les Insoumis ont une très grosse erreur à se faire pardonner auprès des Français. Par 2 reprises, ils ont assuré l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Et en juillet dernier, ils ont assuré l'élection de 60 députés avec Gabriel Attal, qui a empêché Jordan Bardella d'être Premier ministre, comme ils avaient empêché Marine Le Pen d'être présidente contre Emmanuel Macron. Donc je comprends que par la outrance, ils aient envie de se faire pardonner, de faire croire que les Français vont oublier l'histoire politique très récente de notre pays. Eh bien moi, je crois que les Français savent très bien que la candidate qui a été opposée 2 fois à Emmanuel Macron, toute seule, face à l'adversité, face à tout le système, face à toute la gauche réunie contre nous avec Emmanuel Macron, c'est Marine Le Pen. Le candidat qui a voulu battre Emmanuel Macron, Gabriel Attal, pardon, avec le soutien seulement des Françaises et des Français de 11 millions d'électeurs, c'est Jordan Bardella. C'est très clair pour les Françaises et les Français. Et ce n'est pas parce que vous faites de la surenchère, ce n'est pas parce que vous voulez utiliser un processus de destitution qui, évidemment, n'a pas été créé pour cela ou pour régler des différends politiques. Et vous vous préparez à une présidentielle anticipée, Jean-Philippe Tanguy, ou pas? Nous sommes toujours prêts à une présidentielle anticipée, puisque nous avons la meilleure candidate possible, s'appelle Marine Le Pen, qui forme un binôme qui a été présenté aux Français avec Jordan Bardella. Effectivement, ça angoisse les autres partis politiques. Il est vrai que les Insoumis sont aussi prêts. Moi, je ne me cache pas derrière mon petit doigt. Aujourd'hui, il y a 2 forces politiques qui ont un vrai programme pour les Françaises et les Français. Une vraie idéologie, une vraie sociologie, des vraies personnalités. Ce sont les Insoumis. Et c'est le Rassemblement national. Et c'est aujourd'hui le grand choix, effectivement, que doit faire la France. Est-ce qu'ils choisissent le programme des Insoumis, qui, à mes yeux, évidemment délétère, évidemment dangereux, évidemment toxique. Oh là là, l'extrême droite qui annonce le duel, les mecs! L'extrême droite qui annonce le duel! Ok, on est chaud! On est chaud! Alors là, sorti de la bouche de Jean-Philippe Tanguy, je m'y attendais pas, les mecs. Honnêtement, je m'y attendais pas. Ok, il invisibilise Édouard Philippe, invisibilise Gabriel Attal, oui, c'est ça. Les Darmanin, les Retailleau, la droite républicaine, Éric Ciotti, Éric Zemmour. Ensuite, côté NFP, les écologistes, le PS. Moi, je suis chaud. 1v1 situation. 1v1 situation. Annoncé par Jean-Philippe Tanguy lui-même. Ok. On est chaud. Toxique pour l'économie, ou est-ce qu'ils choisissent le redressement national et le rétablissement de la souveraineté populaire et renouer avec le pouvoir d'achat, la création de richesses avec le Rassemblement national. Moi, je ne me cache pas derrière. Il est vrai que ce grand choix aujourd'hui, il existe et qu'au milieu, il y a un marais de gens sans idéologie, un tout à l'ego qui n'a pas beaucoup d'intérêt pour le pays. Pour ça, Jean-Philippe Tanguy, il faudrait qu'il y ait une démission d'Emmanuel Macron. Et lui-même dit que c'est de la politique fiction avant la mi-février. Parce qu'il faut avoir le temps d'ailleurs d'organiser des élections présidentielles, éventuellement avant la condamnation de Marine Le Pen à la fin mars. Écoutez, c'est pas parce que vous répétez il abuse, lui, avec 500 fois le même mensonge que ça devient une réalité. Là, c'est pas un mensonge. Non mais si, vous me faites croire qu'il y a un calendrier secret. Vraiment, il y a rien de secret. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est juste un calcul. Vous êtes tous paranoïaques sur la situation politique française. Il n'est pas du tout secret. C'est simplement un calcul. Au moment où il démissionne, il faut entre 20 et 35 jours pour organiser une élection présidentielle. Ça nous amène à la fin mars. Marine Le Pen dirige l'opposition au système depuis 14 ans. Elle a suffisamment d'expérience et d'humilité, comme elle l'a fait d'ailleurs preuve ce soir aux 20h, pour savoir qu'on peut obéir aux Français, on peut être fidèle aux Français, mais on ne peut pas, manipuler les événements, manipuler le calendrier, manipuler le temps. Il y a une seule personne en France qui était suffisamment mégalomaniaque pour croire qu'il était le maître des horloges, c'était Emmanuel Macron. Eh bien, pour l'avenir de la France, Marine Le Pen n'est pas Emmanuel Macron. Juste une question encore. Tout à l'heure, à la tribune, Marine Le Pen, encore elle, pour se distancier des Insoumis avec lesquels vous avez voté cette motion de censure, expliquait que les Insoumis, en se tournant vers eux, étaient des Che Guevaristes de carnaval. Très bonne formule. Vous l'appliquez aussi à Manuel Bompard, qui nous regarde là, qui nous écoute? Quand, effectivement, M. Bompard, je lui dis en face en commission des finances, prétend faire des révolutions de palais qui n'ont pas d'incidence sur la vie des gens, de mauvaises incidences, oui, effectivement, c'est un mauvais comportement. Nous ne sommes pas élus pour faire la révolution.
Surtout quand on n'y croit pas vraiment. Parce que si vous voulez faire la révolution entre la buvette de l'Assemblée et le restaurant du 7e, où on est bien traité, avec des députés, où on a la chance d'avoir beaucoup de privilèges, où on a l'honneur de servir la République, bon, moi je considère que tout cela n'est pas mon axe politique. Voilà. Après, moi je respecte l'idéologie des Insoumis, parce que je respecte y compris mes pires adversaires. Et vous avez voté ce soir ce n'est pas avec le leur cas, motion de censure pour renverser Michel Barnier, malgré le texte d'une motion de censure qui disait pique-pendre de vous et des plus vils instincts, je cite de mémoire, ce qui ne vous a pas empêché de voter ce texte pour arriver à l'objectif de renverser Michel Barnier. Parce que nous, on ne cède pas aux provocations caricaturales, aux gros rouges qui tâchent des Insoumis, qui sortent des choses complètement C'est vrai que là, ce que vous avez dit était d'une nuance absolue. Donc, Non, mais moi, je n'ai pas le monopole de l'élégance, contrairement à d'autres. Bon, donc moi, faire des provocations pour que le Rassemblement national tombe dans le panneau, eh bien écoutez, on en revient à ce que je disais de Marine Le Pen, qui a suffisamment d'expérience et de recul pour savoir que déclarer qu'il faut abolir, malheureusement, l'apologie du terrorisme, enfin en tout cas le sortir du code pénal, 3 jours avant l'abrogation de la réforme des retraites, pour contraindre le Rassemblement national à ne pas voter l'abrogation des retraites qui est attendue par une grande majorité de Français, on ne tombe pas dans le panneau et on vote pour l'abrogation de la réforme des retraites. Nous insulter dans un texte pour nous contraindre à abandonner notre statut d'opposition en ne votant pas la censure, nous ne tombons pas dans le panneau. Nous suivons notre seul guide qui est l'intérêt du peuple français, en tout cas comme on le représente et comme on le défend en transparence et avec loyauté, encore par le vote de la censure, dont je suis très fier et je salue le courage de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Merci beaucoup Jean-Philippe Tanguy d'avoir été notre invité ce soir en cette soirée très spéciale et très particulière. Je vous laisse céder votre siège à Manuel Bompard qui nous rejoint sur ce plateau, député de la France Insoumise. Un micro qui tombe. J'y suis pour rien. Pas de poignée de main entre vous. Attends, il allait lui serrer la main, mais le micro est tombé. Non, comme par hasard. Putain, il allait tendre sa main, je crois. Bompard qui nous rejoint sur ce plateau, député de la France. Il allait lui serrer la main, je crois. J'y suis pour rien. Pas de poignée de main